Bonjour et bienvenue sur les Intrépides de l'Assertif, le nouveau podcast dédié à la certification professionnelle. Chaque mois, OC Connect et 4 associés ouvrent leur micro à des femmes actrices de la certification. Audacieuses, lumineuses et inspirantes, elles nous embarquent dans le voyage de leur vie professionnelle. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, pour ce nouvel épisode des Intrépides de l'Assertif, on reçoit Laura Lisée, fondatrice de Datalumni, et une chose est sûre, avec elle, ça secoue. Bonjour Laura. Bonjour Camille. Vous êtes une intrépide de l'assertif, Laura, parce que à 19 ans, vous avez secoué la trajectoire de centaines d'étudiants dès votre première année de droit en fondant pour eux un magazine orienté métier. Parce qu'à seulement 21 ans, il était déjà distribué à 60 universités et tiré à 30 000 exemplaires. Parce qu'avec votre double master des affaires et votre MBA management et gestion, vous auriez pu vous sécuriser un maximum. Et qu'au lieu de ça, à 27 ans, vous avez sauté les pieds joints dans l'entrepreneuriat. Enfin, vous êtes une intrépide parce que dans votre Annecy presque natale, vous menez tambour battant cette start-up Datalumni avec vos associés Clémentine et Valentin. Et que grâce à vous, les établissements d'enseignement supérieur fédèrent et animent leur communauté d'alumni ô combien précieuse pour l'obtention et le renouvellement de leur certification. À ce stade-là, est-ce que vous souhaitez préciser quelque chose, Laura ? Je viens de voir le fil de ma vie défiler en 1 minute chrono, Camille, donc c'est super exhaustif. Merci de cette présentation. On va continuer de vous découvrir tout au long de cet épisode, c'est le but des Intrépides de l'Assertif, et on continue. Alors, derrière ce CV cousu d'or, il y a un fil rouge qui démarre dans les Alpes, auprès de parents loin, plutôt très loin du monde des magistrats et qui se poursuit maintenant dans l'univers des établissements d'enseignement supérieur. Et si on remonte le fil, arrivé à la fac de droit, vous ne connaissez rien des métiers promis, vous en avez peut-être juste une vague idée, vous n'avez en tout cas aucun réseau et votre destin va se jouer en une phrase, entendue par un prof dès le début de votre première année à la faculté de Lyon. Je vous laisse poursuivre et nous raconter cette anecdote. En effet, quand je suis arrivée à Lyon, donc du haut de mes 18 ans, je me suis assise pour la première fois dans cet amphi de droit. Et là, il y a un grand monsieur en costume qui est arrivé devant nous et qui nous a dit « Bonjour à tous. Dans cet amphi, il n'y aura que 20% de diplômés. Et en plus, il n'y a pas vraiment de travail pour tout le monde. » Ça, c'est la première phrase que j'ai entendue quand je suis arrivée à l'université et ça a été la panique. Ça a été la panique, ça a été quoi le chemin émotionnel ou même de pensée qui s'est joué entre le moment où vous avez entendu cette phrase et le moment où vous vous êtes dit « Ok, bon, on va monter un magazine ». Alors déjà la panique complète de me dire bon du coup c'est lui, c'est moi, faut que je me batte pour y arriver. Et pourquoi que 20%? C'est surtout ça, c'était l'incompréhension de se dire, comment est-ce qu'on peut être autant de gens brillants dans une salle, donc c'est impressionnant un amphi avec 400-500 personnes, hein, et se dire qu'il y en aura que 2 sur 10 qui vont rester. Donc c'était plutôt ça et ensuite il y avait un petit peu un côté où je me disais: je suis pas tout à fait sûre qu'il ait raison le monsieur en face de moi. Et si j'allais demander aux principaux intéressés qui sont les diplômés pour savoir ce qui se passe derrière et quelle est la réalité de ce qui se passe et surtout quel est le secret peut-être pour faire partie de ces 20%. Et quand on observe votre trajectoire professionnelle, on remarque un dénominateur commun, en dehors du fait que vous voulez voir un petit peu ce qui se cache derrière ce que disent les autres et de voir un petit peu quelle est votre vérité à vous, c'est que vous faites avancer des causes sociales dans un écrin haute couture. Pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, plutôt que d'être une étudiante en droit, qui travaille à sa propre ambition, comme il y en a des milliers, vous travaillez 30 heures supplémentaires pour aider les étudiants à s'orienter. Plutôt que de suivre votre Master 1 droit des affaires tranquillement à Paris, comme une centaine d'étudiants, et ils ont évidemment tout à fait le droit aussi, vous prenez un virage à 180 degrés et partez à l'université de New Delhi en Inde. Plutôt que d'intégrer Nestlé au service propriété intellectuelle, vous avez quand même foulé le sol de ce service quelques mois, finalement vous choisissez de diriger les éditions étudiantes du magazine que vous aviez monté et qui a été entre-temps racheté. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise type start-up avec les étoiles, les fusées, toutes les émoticônes de joie et de succès qu'on pourrait voir circuler sur LinkedIn et autres réseaux sociaux. Et vous, en fait, au fond, si vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de favoriser l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes, quelles que soient leurs origines et le métier qu'ils rêvent de faire. Vous voulez leur donner cette liberté. Finalement, on a l'impression que vous avez eu envie d'embarquer le plus grand nombre de personnes dans votre révolte au début sur les bancs de la fac. Et aujourd'hui, vous avez envie d'embarquer le plus grand nombre dans votre success story. Est-ce que je me trompe, Laura ?
On est en plein dans le mille, tout à fait. Il y a un vrai sujet, de révolte, qui est derrière tout ça. Je suis quelqu'un de très engagé. J'ai toujours adoré, défendre, les causes. Je dis toujours que j'ai fait du droit parce que j'adorais regarder, Ally McBeal et mon rêve, c'était de défendre la veuve et l'orphelin. Ça caractérise beaucoup au final de qui je suis. Je m'identifie beaucoup dans ce personnage. En fait, je pense qu'il y a des sujets, il y a des combats, sociaux en France qui doivent être menés et qui ne le sont pas assez et notamment celui de la reproduction sociale. Moi, j'ai eu la chance de faire partie, de ces quelques-uns, personnalités qui arrivaient peut-être à sortir des rails qu'on m'avait mis devant le nez, mais aussi, grâce à une personnalité, voilà, un petit peu extravertie, un petit peu sociale et j'avais envie de redonner, on va dire ce don, social à toutes ces autres personnes qui ont peut-être pas, le même comme moi, le même entourage pour les emmener là où ils rêveraient d'aller et d'ailleurs qui n'arrivent même pas à rêver, de choses qui leur sont pourtant accessibles, avec un petit peu d'ouverture de réseau. Vous parliez de rails justement et de fait que vous êtes, une personnalité, qui, effectivement il y en a pas tout le monde n'est pas comme ça, qui arrive justement à démontrer qu'elle a envie de se dessiner ses propres rails. Alors la première naissance, ce sont nos parents qui nous la donnent et vous, la seconde, généralement c'est nous-mêmes. Pour vous, l'oralisé, selon vous, à quel moment êtes-vous né une seconde fois et pourquoi? Pour moi, c'est quand j'ai commencé, cette revue, avec l'objectif de vulgariser, l'accès au droit et surtout de montrer, l'étendue des métiers qui pouvaient nous attendre, que, j'ai ouvert vraiment, mon combat, ma bataille sur lequel j'allais, dédier au final, peut-être ma vie entière, hein. Mais c'est vraiment là que je suis née, en tout cas dans mon objectif à moi de réussite. Et vous continuez et vous avez grandi et aujourd'hui vous êtes là. Et pour, je vais vous en fait, là maintenant, je vais vous proposer justement, pour continuer ça, un petit jeu rapide. Pour notre podcast, vous avez accepté de travailler un peu et vous avez déterminé 7 grandes phases marquantes, de votre trajectoire professionnelle, donc à partir de cette naissance, de cette deuxième naissance justement dont vous venez de parler. Et alors ce que je vous propose, c'est que quand je vais les nommer, j'aimerais que vous donniez un mot-clé lié à l'émotion qui vous lie à cette phase, à ce moment marquant, et que vous donniez une phrase conseil que vous donneriez à quelqu'un qui traverse cette même phase. C'est OK pour vous? C'est parfait. OK. La première, c'est l'arrivée à la fac et le constat de la reproduction sociale et le taux d'échec dont vous venez de parler. L'émotion, l'inquiétude, et mon conseil, c'est que quand on est inquiet pour quelque chose, il faut, aller déblayer, le chemin pour, aller se renseigner de tous les tenants et aboutissants d'une situation. Parfois, on est inquiet et en fait, c'est peut-être pas si grave que ça, ce qui se cache derrière, ce qu'on vient de me dire et donc voilà, trouver sa source d'inquiétude et aller, récolter le maximum d'informations pour éteindre cette inquiétude, qu'on a au fond du ventre. Alors, votre départ en Inde, marre du système scolaire, vous dites? Alors, émotion, Donc l'émotion du coup, ouais. fatigue. Non, j'ai OK. j'ai fait une double licence, qui était très, très exigeante, que je remercie 1000 fois pour m'avoir inculqué, les valeurs de rigueur, de sociologie que j'ai appris, qui étaient vraiment primordiales pour moi. Mais j'étais épuisée de travailler, 50 heures par semaine et d'être entre semblables. Je trouvais que c'était, pour une licence d'ouverture d'esprit, on se ressemblait tous drôlement. On était quand même, tous, très blonds, très larrés sur le côté, et je trouvais ça dommage, de rester avec, cette vision-là et du coup, le départ en Inde, la fatigue d'abord et forcément la Du coup, deuxième. la phrase conseil, c'est partez, partez voir Partez, ailleurs. évidemment, Mmh. évidemment, partez, si vous pouvez déconstruire tout ce que vous avez construit le plus rapidement possible, vous serez d'autant plus agile dans votre vie, et remettez en cause les petits trésors que vous pensez acquis de votre quotidien. En voilà un conseil. Le retour, alors donc le 3e moment pour vous, c'est le retour à la réalité et la perte de sens, dans ce master en droit des affaires. L'émotion et la phrase conseil, ce serait quoi? L'émotion, c'était un mélange de fierté et j'étais pas à ma place. En même temps, j'étais très fière d'avoir atteint, ce master, très reconnu dans le milieu du droit. Et en même temps, j'arrive, dans cette classe où mes camarades, ils me disent, voilà, ils ont des objectifs de salaire post-rémunération. On part dans des matières comme le M&A, la fiscalité, enfin des choses, un petit peu pointues. Et là, je me dis, «Ally McBeal, elle est où?» Elle est où la veuve et l'orphelin maintenant qu'on fait des fusions-acquisitions et qu'on parle, de finances d'entreprise? Elle est bien loin des 1res préoccupations.
Donc l'émotion, c'est, voilà, la remise en question, le vrai, voilà, maintenant qu'on touche le sommet du bout du doigt, est-ce qu'en fait, on est vraiment là à notre place? Et le conseil, c'est quoi? Bah, un peu, ça rejoint le conseil, du de la déconstruction, quoi. Se déconstruire et s'écouter. Je me Mmh. souviens, j'appelais beaucoup Écoutez-vous. mon père et je lui disais, «Papa, choix du cœur ou choix de la raison?» Il me disait toujours: «Choix du cœur» et je choisissais toujours la raison. Voilà, c'était un peu le running de mes jeunes années pour au final revenir, pour la vraie le vrai cœur à la fin, mais la raison est toujours là. Pas un mix des 2, l'équilibre entre les 2. Le quatrième moment pour vous, donc pareil, hein, émotion, phrase conseil, le décollage du journal. Le sentiment d'avoir trouvé sa place. Enfin quelque chose où, j'ai un impact, et surtout un quotidien, qui me plaît, grave. L'émotion, ça va être, la joie, la gratitude. La gratitude que ce travail soit récompensé et mon conseil, c'est: donnez-vous les moyens de réussir. En fait, il faut parfois déplacer des montagnes, pour arriver là où on veut, mais peut-être que les montagnes, elles sont pas si lourdes que ça. Mmh. 5e, à Nestlé, la perte de sens. Alors c'est quoi l'émotion qui est liée à ça, quand vous êtes dans le service propriété intellectuelle de Nestlé? C'est c'est, je suis si peu de choses dans ce monde. Non, c'est, voilà, sécurité versus, entrepreneuriat. Comment est-ce que je gère ça avec, tous les biais sociaux que j'ai de construire, voilà, il fallait une bonne carrière, qui gagne sa vie pour sortir de mes rails, hein, on n'oublie pas, hein. Donc c'est, s'assumer, je pense, s'assumer, être qui on est, donc c'est la vraie, étape et le conseil, c'est ne pas avoir peur de sauter, en l'air, surtout quand on n'a pas grand-chose à perdre et quand on est jeune comme ça et qu'au final, quel est le risque? Quel est le risque? Bon conseil. Quel est le risque? Qu'est-ce que tu risques à part d'être heureux finalement? C'est ça. La 6e, c'est le rachat du journal et l'accélération des journées métiers. C'est ça aussi un autre grand moment, ça serait quoi, l'émotion et puis la phrase conseil de quelqu'un qui pourrait se retrouver à cet endroit-là de sa vie? Le mot-clé, c'est la concrétisation, d'années de bénévolat, et de volontariat en faveur de la cause étudiante, qui se concrétise avec un entrepreneur qui voit, quelque chose dans notre, journal, quelque chose qu'il a envie de faire fructifier. Donc ça montre que tout ça, ça a un intérêt et ça a peut-être, une vocation, d'entreprise, donc de sortir du spectre, juste de l'association et qu'on peut faire un business, viable autour de ça. Donc je dirais que c'est voilà, c'est vraiment une étape assez primordiale de se dire: «Bon, ben, c'est pas que des petits jeunes, qui, écrivent des articles, dans leur chambre à coucher». Ça peut être, une idée pérenne qui va durer des années entières. On en a peu parlé, en tout cas moi j'en ai peu parlé dans le résumé. La 7e, grande expérience, c'est votre départ du journal pour Youno. Youno, vous avez fait une expérience de start-up. Vous dites justement pour observer, il vous manquait quelque chose, c'était justement tout l'aspect entrepreneurial. C'est quoi l'émotion et c'est quoi la phrase conseil de ce moment, de cette expérience professionnelle? L'émotion, c'est vraiment l'envie de d'augmenter mes compétences, c'est, la curiosité. Et aussi le constat que, i i le milieu de la start-up, c'est quand même un milieu spécifique. Monter une entreprise, c'est pas facile. Et qu'il faut être armé pour ce faire. Donc il faut peut-être apprendre de ses pairs et être un peu humble sur, ce qu'on a réussi à faire. C'est pas parce qu'on a réussi à monter un journal, qui a été revendu et avec, beaucoup de bénévoles que, je sais tout. Faut rester vraiment les pieds sur terre et se dire: «En fait, je sais rien du tout». Et aller apprendre de personnes qui ont peut-être un ou 2 étapes au-dessus de vous, c'est toujours, vertueux en fait, dans la courbe d'apprentissage en tant que personne. Laura, la dernière expérience, c'est la plus récente, c'est la création de Datalumni. Alors là, si vous reprenez un petit peu quelques années, au départ, quand vous avez commencé, que vous saviez pas du tout ce qu'allait devenir Datalumni, c'est quoi l'émotion et c'est quoi la phrase conseil? L'émotion, c'est, la reconnaissance, et la fierté d'avoir, réussi à mener mon combat, et de la transformer en entreprise viable. On a beau avoir des idéologies, mais transformer une idéologie en entreprise viable, c'est un cadeau. Enfin, c'est vraiment, je m'estime très chanceuse d'avoir, réussi à trouver quelque chose qui permette d'allier les 2. Et mon conseil, c'est une fois de plus, c'est bien de réfléchir, mais le mieux, ça sera toujours de faire. Même si on fait mal, il vaut mieux faire que trop réfléchir.
On garde le conseil. Comme tout le monde, merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice-là et on poursuit avec la suite que je vous ai préparée. Comme tout le monde, vous êtes composé de plusieurs facettes. Vous êtes notamment, juriste, justicière, entrepreneuse. Vous êtes, aussi le fruit d'une trajectoire professionnelle choisie, comme on vient de le voir et pour la question qui va suivre, on va jouer à un petit jeu, un peu bizarre. Vous êtes prête? Mmh. OK. Je vais m'adresser à chacune de ces parties, en imaginant, hein, donc voilà, elles existent toutes, en vous et elles font, ce que vous êtes, toutes ensemble et je serais curieuse de connaître leur avis. Toujours OK avec ce jeu bizarre? C'est parti. OK. Alors pour vous, donc pour vous toutes, quel est l'esprit de la loi intitulée «Pour la liberté de choisir son avenir professionnel» du 5 septembre 2018? Et qu'a-t-elle déjà apporté aux citoyens? Et aux organismes de formation. 3 questions, je répète. Pour vous toutes, là, juristes, justicières, entrepreneuses et autant de parties que vous aurez envie de faire parler, pour vous, c'est quoi l'esprit de la loi intitulée «Pour la liberté de choisir son avenir professionnel»? Pour moi, l'esprit de cette loi, c'est justement, de mettre à mal un peu, cette reproduction sociale, qu'il y a en France et le fait de pouvoir se frayer, chacun le chemin, qu'on voudrait, vers, ce qu'on estime sa propre réussite. Et qu'est-ce qu'elle a déjà apporté aux citoyens? Beaucoup de choses. Le monde de la formation, il a été bouleversé, par cette loi et encore plus les dernières années avec, les divers organismes certificateurs, en fait, qui sont venus, on va dire, faire un petit coup de ménage, dans le monde de la formation, même si c'est pas fini. Mais il est venu apporter quelque chose de concret, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour savoir aussi, quelles sont les formations de qualité sur lesquelles je peux m'appuyer pour évoluer, dans le chemin que j'ai envie d'aller. Parce que s'il y a pas de réglementation et de certification, c'est le Far West. Et du coup, comment, reconnaître une bonne d'une mauvaise, certification? Ben, c'est très, très flou. Donc je pense que c'est une vraie avancée pour la partie formation, en tout cas. Et pour vous, du coup, la juriste, la justicière et l'entrepreneuse, ils sont d'accord, pour, donner la même réponse? Bah, dans la vraie vie, on voit bien que les chiffres de la reproduction sociale, ils sont quand même, flagrants sur le fait que, ces dernières années, on a une forte, forte reproduction sociale et un plafond de verre qui s'épaissit. Là, il y a un gros warning à avoir. Je pense que peut-être ça va ça va s'atténuer avec, l'émergence très importante de l'alternance, qui offre, une égalité des chances un petit peu plus forte par rapport au diplôme. Mais malgré ça, je pense qu'il y a l'après. Il y a l'après-formation qui va dépendre énormément du réseau de chacun et c'est pour ça que là, j'ai un petit doute, sur, la mise en pratique réelle de cet amincissement du plafond de verre grâce à l'apprentissage. Mmh. On va rester encore un peu, dans cette tumulte que connaît le secteur de la formation et de la certification. Aujourd'hui, vous parlez avec l'expérience de 6 ans d'accompagnement des établissements d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux? S'ils étaient chacun des êtres humains, vous en parleriez comment, pour qu'ils puissent être mieux compris de l'intérieur? C'est des petits êtres, fragiles. Non, bah, c'est en fait, les écoles ont vraiment vivent beaucoup de bouleversements. On leur impose beaucoup de nouvelles règles régulièrement. C'est perçu comme une masse administrative qui les effraie. Le RGPD, le RNCP, Calliope, tout de suite, on prononce ces 3 mots, vous êtes sûr que votre interlocuteur, il part en courant. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas, voilà, pour moi, il y a vraiment un enjeu à pas considérer, ces mots et ce qui en découle comme, des peurs, mais plutôt comme des avancées. Et c'est pas des freins à l'innovation. En fait, au contraire, c'est, plutôt des boosters à l'évolution et je pense que voilà, il y a un sujet et c'est vrai que quand on a quelqu'un qui a tellement de normes qui changent tout le temps, bah, la personne, elle se sent, dépassée, débordée, déboussolée et non entendue. Mais pour moi, c'est difficile de se contenter de se dire: «Bon, bah, c'est trop dur, j'y arrive pas». Il faut l'accepter et faire en sorte que ça soit vraiment un levier de développement de l'école et je pense que beaucoup d'écoles ont pris ce chemin, mais il faut enlever, voilà, ce côté un petit peu, peur, qu'il y a derrière ces sujets. Et se faire accompagner aussi, comme C'est beaucoup de sûr, choses un peu c'est anxiogènes et un sûr, peu techniques? évidemment puisque, alors, si on reprend l'exemple de la certification, il y a énormément de choses à faire. Le métier d'une école, ça reste d'enseigner
et d'insérer, ces étudiants. Je dis bien insérer parce qu'avant c'était pas forcément le cas. On était vraiment sur, l'école qui enseigne et point. Aujourd'hui, l'école doit enseigner et insérer professionnellement ses diplômés et du coup prouver qu'elle insère effectivement. Mais autour de ça, tout ce qui est, j'imagine, voilà, les rédactions que vous allez rédiger pour vos certifications, il y a des gens dont c'est l'expertise et dont c'est le métier, et sur lequel il faut s'appuyer, pour, sortir ce ça reste une épée de Damoclès au-dessus de la tête, des établissements, hein. Quand la certification, elle est mal faite, c'est retour en arrière et peut-être des centaines de milliers d'euros de perdus. Personne n'a envie de ça, mais il y a plein de choses qui nous permettent, en investissant dans votre réussite, je pense, à détacher cette partie-là. Merci pour ce petit volet, révolution, du secteur de la certification et revenons un peu à vous, avant que ce bon moment s'achève. Il y a des gens qui vous connaissent personnellement, professionnellement et ces gens-là disent de vous que vous êtes une femme d'action. Carré, à l'aise à l'oral, oui, oui, on s'est renseigné, bien sûr. Ils disent aussi que vous avez une force de persuasion contre laquelle on ne peut pas résister. Ils disent enfin que vous êtes le genre de personne qui dit les choses qui fâchent. Voilà, il y en a, c'est comme ça. Est-ce que qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez ça? C'est plutôt juste, ça me fait penser, à mon équipe, qui me fait souvent des petites blagues, sur alors ça, une femme d'action, c'est sûr, hein, quand, on parle de quelque chose, vous êtes sûr que 5 minutes après, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la personne, concernée pour lui demander l'information dont j'ai besoin. À chaque fois, ça scotche un petit peu tout le monde parce que les gens aiment bien, enfin, ils prennent le temps d'écrire un mail et cetera. Moi, j'ai une idée, il faut que ça file, donc généralement, ça se passe dans les 15 premières minutes au détriment de mon organisation, hein, évidemment. Mais c'est ma façon d'abattre, les choses qui sont importantes assez rapidement et après, bah, voilà, femme de persuasion, il faut un petit peu de persuasion pour convaincre, une équipe, de rejoindre un projet, qui était à la phase d'idée. Et donc recruter, des associés, des collaborateurs, leur convaincre. Je me souviens, mon associé, il venait d'avoir un bébé. Quand il m'a dit: «Allez, je te suis», je lui ai dit: «Oh, tu sais, je suis pas sûre de moi quand même, hein». «Est-ce que tu es sûre, toi?» Il m'a dit: «Bah, moi, j'ai confiance». J'ai dit: «Bon, OK, bon, faudra quand même prévoir un plan B si tout se passe pas comme j'avais prévu, hein». Mais bon, avec accord, avec évidemment, discussion, interminable sur le sujet, j'ai réussi quand même à le convaincre de prendre ce risque avec moi, qui finalement n'était pas si risqué. Et donc c'est pareil pour les collaborateurs, c'est pareil pour les clients. Comment convaincre quand on est un nouvel acteur de nous confier, bah, toute sa base de données pour, gérer son réseau d'anciens? Voilà, je peux pas cacher le fait qu'on était une jeune entreprise, donc il faut trouver les premières personnes qui vont parier aussi sur, l'entreprise, et les personnes qui la composent pour pouvoir investir là-dedans. Puis après, bah, pour les choses qui fâchent, dans une entreprise, il faut toujours bien avoir quelqu'un qui dit, bah, quand ça va pas, parce que ça va bien souvent, mais parfois ça va pas. Donc il faut aussi savoir dire ça et c'est vrai que ça, c'est une faculté que j'ai eu au fil des années avec, l'entrepreneuriat, je pense que tout est bon à dire, du moment qu'on le dit bien et ça peut être avec un client, avec un prospect, le respect est primordial dans toutes les relations qu'on rencontre et s'il y a manque de respect, je pense que c'est important de venir le dire aussi. Alors avec tout ça, avec toutes, vos qualités, avec tous vos traits de personnalité, pour cette dernière phase de l'interview, je vous propose, simplement de libérer votre imagination et de imaginer, vous venez de fermer un tout petit peu les yeux, là, on vous voit pas, donc je préfère le préciser. Justement, c'est pas mal de garder les yeux fermés comme ça et puis d'imaginer qu'avec un véhicule qui serait le vôtre, je ne sais pas exactement lequel, on pourrait faire un voyage dans le temps. Alors, il y en a qui imaginent des chevaux, il y en a qui imaginent des calèches, il y en a qui imaginent des fusées. Je ne sais pas chez vous quelle forme prend le véhicule à voyager dans le temps pour aller jusqu'en 2044, c'est-à-dire dans 20 ans. Et ce que je vous propose, Laura, c'est simplement d'imaginer à quoi ressemble le secteur de la formation et de la certification dans 20 ans. Alors moi, je pars en tapis volant C'est pas directement, mal. dans 20 ans. Pourquoi pas? Je me dis que ça permet de voir le paysage et de voir un petit peu ce qui se passe. C'est dur dans 20 ans. J'ai des intuitions, qui me font dire que, l'enseignement va être profondément bouleversé, heu, les prochaines années en raison de l'intelligence artificielle, l'apprentissage. Il y a des choses qui ont commencé, on remet, voilà, l'apprentissage a pris une part prépondérante dans l'enseignement et c'est très bien. J'ai le sentiment qu'on va partir vers, un système de formation qui va ressembler au compagnonnage.
où en fait, la formation, elle va être essentiellement en entreprise, mais appuyée par des expertises très pointues, mais complètement décousues d'idées un diplôme spécifique, je pars très loin, je pars dans 20 ans Camille, hein. Ouais, ouais, Mais mais pour moi moi, je vous suis, hein, voilà, j'ai pris le tapis volant. j'ai vraiment une intuition qu'on a des choses à apprendre du compagnonnage, que c'est quelque chose qui est attendu à la fois des personnes et des entreprises, qu'on a besoin de former des gens, aux nouveaux métiers, que l'école suit le rythme qu'elle peut, mais avec voilà, un bloc de compétences, à rédiger, à déployer. Bon, ça a pas toujours la vitesse qu'on aimerait que ça a dans le privé et aujourd'hui, ça va très vite. Avec l'IA, il y a vraiment des choses, qui vont se passer, dont il faut pas avoir peur, mais qu'il faut plutôt accepter et se renseigner. Mais je vois bien, moi, oui, en fait, je me demande si l'avenir de la formation, c'est pas, des modules de formation un peu plus courts, un peu plus décousus, mais plus à la carte, avec une entreprise, qui aurait, cette personne un peu comme en compagnonnage, sur le fil de plusieurs mois, plusieurs années, pour construire chacun son propre parcours, puisque je pense qu'on va plus recruter par formation, mais par compétence. Et là, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière, évidemment. Mais je pense qu'on est au début du changement de la formation et que, et que ça va énormément changer. Ouais, du coup, sur ces bonnes paroles, moi, ce que je vous propose, Laura, c'est qu'on se prenne rendez-vous un jour, un peu moins que dans 20 ans, un peu plus tôt, en tout cas, que dans 20 ans, pour qu'on puisse reparler de ce futur de la formation qui me semble, fort intéressant. Ça vous dit? On se redonnera rendez-vous? C'est parfait, bien sûr. Merci beaucoup, Laura Lisée, d'avoir participé, aux Intrépides de la Certif. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci Camille, au revoir.